Bon, eh bien, merci à tous ceux qui sont venus à notre université d'hiver de République souveraine. Vous avez été très nombreux, et ceux qui sont là depuis ce matin, vous avez subi plus de 9 heures de débats et de conférences. Donc vraiment, bravo. Et je pense que c'était pas mal, non? C'est une assez belle journée, hein? Ouais. Bon, alors je crois qu'il faut surtout applaudir les équipes de République souveraine, tous ceux qui ont organisé cela. Ça se fait pas. Voilà, je ne vais pas les citer tous parce qu'on n'aura pas le temps. Puis de toute façon, je dois raccourcir. Je ne vais pas vous assommer avec un discours à la Castro. Et d'ailleurs, ça va même pas être un discours parce qu'il faut qu'on. Voilà, il y a un apéritif qui nous attend. Et je crois que tout le monde a besoin de se désaltérer, de se détendre un peu. Voilà, donc je vais vous dire 2 ou 3 petites choses. Et puis, on va pouvoir y aller et aller à la partie la plus intéressante de la journée, à savoir l'apéritif. Bon, on a cette université d'hiver. Elle suit une université d'automne qu'on a fait il y a 3 ans. Malheureusement, il y a eu le Covid entre les deux. On l'a fait, la suivante, on l'a fait en ligne, mais ça n'a pas la même énergie. Donc je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on va faire une université d'été. Donc je ne peux pas vous dire tous les éléments parce qu'il y aura des effets de surprise, mais ça sera quelque part dans le sud, du côté d'Avignon ou de Nîmes. Et donc là, on aura nos amis de Sébastien Miglior, qui est notre secrétaire national, qui vont devoir travailler. Mais voyez-vous, je suis un amoureux du baroque, et en particulier de Vivaldi, et on ne peut pas faire une université d'automne, une d'hiver, et puis passer à l'été, parce qu'entre, il manque un truc, c'est celle du printemps. Donc là, je vais faire comme ça, très bien marché, et que nous sommes aussi, pour ne pas être tous tout le temps à Paris, j'annonce à nos amis de Lyon, qui ne le savent pas encore, mais on va faire une université de printemps au mois de mai, à Lyon, puisque le 6 et 7 mai, nous aurons à Lyon le Made in France, donc le fabriqué en France, le salon qui sera là-bas, et ce sera une belle occasion de délocaliser un peu nos activités. Également, on a fait cette journée du 21, on a choisi cette date. Alors, ça n'a aucun rapport avec ni la mort de Lénine, ni celle de Louis XVI, donc nous ne servons pas ce soir de tête de veau gribiche. Je sais qu'il y a quelques amateurs ici pour ce moment républicain, donc pour ceux qui souhaitent, ça pourra continuer dans un restaurant spécialisé dans la tête de veau. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est laisser un peu de temps et un peu de marge à une autre conférence, et pour ne pas l'empiéter, pour qu'elle ne se soit pas éclipsée par la nôtre, et je pense à Davos, qui s'est terminé hier, le 20 janvier, et aussi laisser au Parti socialiste le temps de se choisir un chef. Bon, ils ont un petit peu de mal, et il a fallu quand même qu'on tienne notre journée. Alors pourquoi Davos? C'est intéressant ce qui s'est passé à Davos. Je ne sais pas si vous avez suivi. Moi, j'ai suivi en détail. À Davos, c'est un peu la déprime. C'est un peu le somme, diraient les jeunes. La mondialisation heureuse dominée par, j'allais dire l'Occident, enfin surtout dominée par les États-Unis, ultra financiarisés, de libre-échange total, qui est le modèle qu'on a depuis 40 ans, est en train de prendre l'eau et de couler. Et ce qu'on voit et ce qu'on a entendu à Davos, c'est un net mouvement de relocalisation de l'économie, des industries. Les États-Unis, quand même, viennent de mettre 370 milliards sur la table de dollars pour relocaliser chez eux. Les conflits internationaux, l'Ukraine, mais pas seulement, le conflit économique avec la Chine exacerbe cette tendance. Et puis, ce qui a été noté à Davos, c'est de facto un rejet de l'hégémonie des États-Unis, qui transparaît, qu'on peut lire derrière la guerre en Ukraine. Et ce qu'on voit, c'est que les événements qui se déroulent nous montrent bien, on l'a entendu aujourd'hui dans toutes les interventions, y compris au début avec Philippe Grégoire, notre ami agriculteur, même très localement. C'est bien la géopolitique qui dicte la politique, et c'est la politique qui dicte l'économie, et pas l'inverse, comme on a pu nous le faire croire pendant des décennies.
Alors, et c'est vérifié encore une fois par les événements, ça a été vérifié avec la Covid. Tout le monde s'est rendu compte que non, il y a un problème, pas avoir de masques, de médicaments. D'ailleurs, soit en passant, alors qu'on a un phénomène de relocalisation générale de l'économie, visiblement, en France, notre président et son gouvernement ne l'a pas compris. Donc eux, ils continuent à détruire l'État, à s'attaquer au système de santé, à ne pas avoir installé de sites de production de médicaments. On se disait en 2019, si jamais un jour il y a une crise internationale avec la Chine, ça serait malin de ne pas se retrouver dans une situation où Xi Jinping appellerait Macron en lui disant « Est-ce que tu veux vraiment de l'amoxicilline ou pas ?» Bon, visiblement, ils n'y ont pas cru et on est dans cette situation. C'est-à-dire on est pieds et poings liés par rapport à un certain nombre de pays. Et puis, on a aussi la crise de l'énergie qui est antérieure à la guerre de l'Ukraine, qui ne fait elle aussi que l'exacerber. Et donc, nous, à République souveraine, nous avons une devise, c'est avec De Gaulle et avec Jaurès. Alors avec De Gaulle nous disait que la politique est une affaire de réalité. Et je pense qu'on a été beaucoup trop longtemps dans l'idéologie, qu'il est absolument temps d'en sortir. Donc quelles sont ces réalités? Bon, on a une crise mondiale de la dette. Voilà, il pensait que ça se résorberait, ça ne va pas se résorber, et le FMI pense que déjà beaucoup de pays vont faire défaut dans les années à venir. On a une crise mondiale de l'énergie. C'est le ministre de l'énergie du Qatar qui en parle le mieux, qui a expliqué à qui voulait bien l'entendre qu'il n'y avait pas vraiment de problème cet hiver en Europe et en Occident. Les réserves sont remplies, entre autres de gaz russe. C'est quand ce sera vidé, après, que ça va poser problème et qu'eux n'ont pas les capacités à fournir le volume colossal d'énergie fournie par la Russie. La transition sera longue. On a sur ces questions énergétiques, ça se fait pas en une année. Et puis on a vu les problèmes qu'on a nous avec le nucléaire, qui a été malheureusement abandonné. On a un problème industriel, en particulier en Europe. En raison de cette crise de l'énergie, l'énergie pour les industriels aux États-Unis est 9 à 10 fois moins chère. Donc, résultat des courses, on a déjà des arrêts d'entreprises et même des délocalisations. Et quand en Allemagne, on a entendu tout à l'heure Todd qui a montré sa sympathie à l'Allemagne, mais on peut. Quand en Allemagne, on a Volkswagen ou BMW qui délocalisent, c'est que ça ne va pas du tout. En tout cas, partiellement. Les budgets sont dans un état catastrophique. On a une balance commerciale extérieure de l'Union européenne qui est positive avant le conflit de 126 milliards et qui maintenant est déjà négative de 266 milliards. La France, à elle seule, c'est 90 milliards de déficit de la balance commerciale extérieure. Et là-dessus s'ajoute l'inflation. Donc c'est bien une récession qui est annoncée, tous les gens sérieux le savent, là, elle va toucher durement l'Allemagne, elle va toucher la Grande-Bretagne, et ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle touche la France. La réalité aussi, c'est que la guerre en Ukraine a des conséquences, et elle surdétermine tout, en fait, de ce qui se passe actuellement. On a une déroute économique qui est acceptée, voulue quasiment par nos dirigeants. On se demande quand nos intérêts nationaux ont été pris en compte. Visiblement, ça n'a pas été pris en compte. On a suivi les États-Unis qui, eux, agissent de manière parfaitement rationnelle. Ça a été dit tout à l'heure. La Chine agit de manière rationnelle. Les États-Unis agissent de manière rationnelle. La Russie, l'Ukraine, tous ces acteurs, les BRICS, agissent de manière rationnelle. Alors peut-être ils font des erreurs, peut-être n'arrivent-ils pas à atteindre leurs objectifs, mais au moins il y a une logique rationnelle, ce qui n'est pas du tout celle d'une Union européenne totalement vassalisée aux États-Unis. À se demander même si cette guerre en Ukraine n'est pas un piège contre l'Union européenne. C'est bien ce qui se passe, c'est une atteinte aux capacités stratégiques de la France et une atteinte aux capacités industrielles de l'Allemagne, au profit des États-Unis. Et pendant ce temps, mais que fait l'Union européenne avec cette von der Leyen
que certains ont appelé Fonderbadaboum, tellement elle est folle, et qui agit de manière parfaitement irrationnelle et s'arroge un statut, une position qui n'est pas celle qu'elle a normalement. Elle agit comme si elle était présidente d'un pays qui s'appelle Union européenne, ce qui n'est pas encore le cas, mais on voit bien que c'est le rêve. Alors on a entendu aussi tout à l'heure que les Britanniques étaient un peu cinglés dans leur attitude par rapport à l'Ukraine. Bon, je ne partage pas cet avis, je partage plutôt, je me rappelle les mots d'Anatole France. On croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels. Et c'est malheureusement, je crois, ce qui se passe beaucoup pour nombre d'Ukrainiens. Il faut savoir que les institutions financières anglo-saxonnes détiennent un tiers des terres arables d'Ukraine. Et que les investissements des multinationales dont nous a parlé tout à l'heure Philippe Grégoire sont massifs en Ukraine. Bien évidemment, l'occupation tout à fait illégale par la Russie de ces territoires, c'est une perte sèche pour beaucoup d'investisseurs, à commencer par BlackRock. Donc bien évidemment qu'il y a des intérêts. Et puis quand je dis que l'Europe marche sur la tête, agit rationnellement, on nous a toujours dit on nous répète, à chaque élection on nous le répète, en particulier les élections européennes. Je vous rappelle que la prochaine c'est une élection européenne. Ça sera l'occasion aussi pour nous de nous exprimer avec tous les souverainistes. On nous a toujours dit que l'Europe c'est la paix. Bon, mais là récemment on a appris que par la bouche de Madame Merkel, qui l'a dit ouvertement dans Die Zeit, confirmé par François Hollande, ils n'ont pas fait respecter les accords de Minsk II à l'Ukraine. Ils s'en étaient pourtant portés garants. Donc ils donnent de l'eau au moulin à ce que dit le Kremlin. C'est-à-dire qu'ils nous ont engagés sans aucune discussion, sans aucun débat, et sûrement pas un débat parlementaire, dans ce qui est une guerre. Et je suis entièrement d'accord avec Emmanuel Todd et Henri Guénaud. Nous sommes de facto en guerre, en tout cas déjà en guerre économique avec la Russie, et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit acceptable. Le rêve, visiblement, qui est porté par le premier des prêtres chez nous, à savoir Bruno Le Maire, c'est un effondrement de la Russie. Bon, ça ne semble pas venir, comme l'a noté Emmanuel Todd dans son article dans le Figaro, qui a fait grand bruit, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les Russes ont très mal commencé la guerre. En général, c'est un peu ce qu'ils font. Ils commencent mal les guerres. Ils les finissent pas toujours mal. Mais économiquement, ça tient bien. Parce qu'ils ont un pays qui est colossal, qui a une réserve démographique de ressources, de moyens industriels, et qui est quasiment faite pour l'économie de guerre, ce qui n'est pas exactement notre cas. Et puis on a l'impression qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde en ce moment. On en a parlé, les 3/4 de la planète continuent à commercer avec la Russie, ne font pas trop de sanctions. Mais au-delà du fait qu'il n'y ait pas de sanctions, on voit bien que ce qu'il y a derrière, c'est une guerre contre l'hégémonie des États-Unis, avec une poussée vers le multilatéralisme. Emmanuel Macron va en Algérie, mais ils se moquent de lui. Le lendemain, ils annoncent qu'ils vont, dans la semaine, qu'ils font une demande d'entrée dans les BRICS. 2 mois après, ils signent un accord de coopération militaire, donc en face de la France, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, avec la Russie pour 12 milliards d'euros. Il va armer toute l'armée algérienne et ont commencé des manœuvres conjointes avec l'armée russe dans le désert. Hier, peut-être vous ne l'avez pas noté, alors ça ne fait pas la une des médias, mais l'Afrique du Sud mène des manœuvres conjointes avec la flotte chinoise et la flotte russe. Et ainsi de suite. Encore plus délirant, la Russie semble avoir fait une OPA sur l'OPEP. On a cet allié traditionnel puissant des États-Unis, l'Arabie Saoudite, dirigée par Ben Salman, qui refuse d'obéir aux États-Unis. Ils disent non, on ne réduira pas la production, on n'augmentera pas la production pétrolière, on ne veut pas que les cours se réduisent et passe des accords avec les Russes. On a même le président, puisque c'est un président des Émirats Arabes Unis, qui va avec Poutine à Saint-Pétersbourg. Et puis comme ce sont des génies, et qu'on a une déficience de ce gaz, de ce pétrole russe, il faut aller en chercher ailleurs. Où est cet ailleurs?
l'Algérie, l'Iran, le Venezuela et le Qatar. Bon, les 3 premiers, on les a attaqués, on leur a fait des misères et on les a conspués pendant des années. Ils doivent bien s'amuser. Par contre, ils sont très très alliés avec la Russie. Et le Qatar, je vous l'ai dit tout à l'heure, fera ce qu'il pourra, mais il est bien content de vendre du gaz à un prix extrêmement cher. Il n'a aucune raison de se sacrifier pour les Européens. Et donc, je conclurai là-dessus. Je laisserai le reste, parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous parle, et qu'il faut aller boire un coup pour se détendre. J'ai dit que notre devise, c'était avec De Gaulle et avec Jaurès. Donc avec De Gaulle, c'est la politique de la réalité, la réelle politique. Et avec Jaurès, eh bien, c'est le courage de chercher la vérité et de la dire. Et la réalité, l'intérêt pour notre pays, l'intérêt pour notre économie, l'intérêt pour notre peuple, c'est qu'il n'y ait pas de guerre avec la Russie. Je crois, et en accord avec Emmanuel Todd, que la France doit sortir absolument de cette guerre. Et c'est le seul moyen pour elle de recouvrer cette position géostratégique qui était la sienne sous De Gaulle, à savoir être un pivot entre les nations et permettre de ramener la paix. Et je finirai sur ce qui s'est passé sur l'élection présidentielle de 2017. À l'époque, j'étais avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, tout le monde ne comprenait pas son propos, mais vous voyez combien nous avions raison alors. Qu'est-ce qu'il disait ? Il faut absolument qu'il y ait une conférence sur la paix, la sécurité et les frontières en Europe, sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, auquel participent les Russes également, parce que sinon, il y aura des guerres. L'URSS est le seul empire qui s'est effondré sans que jamais il y ait de conférence internationale pour résoudre les problèmes frontaliers et de peuples qui ne sont pas au bon endroit, comme cela arrive toujours dans les empires. On voit la conséquence de ne pas l'avoir fait. C'est le rôle de la France. C'est là qu'elle est réellement indépendante et nous, on se battra toujours pour ça, reconquérir la souveraineté dans tous les domaines et en particulier géopolitique. Je vous remercie.